Cette année, pour ces assises, on a souhaité mettre l'accent sur la méthanisation dans le cadre d'un schéma départemental de la méthanisation. Donc nous avons Claude Mauloise, qui est vice-président du syndicat, qui s'intéresse de près aux actions, aux politiques, aux outils de la méthanisation. Et nous avons Hélène Devauchel, qui est chargée de projet au sein du cabinet Solagro, qui a une expertise dans la matière et donc qui a piloté le schéma départemental de la méthanisation réalisé pour le compte du syndicat en partenariat avec l'ADEME et la Chambre d'agriculture. Je m'adresse tout d'abord à vous, Claude Mauloise, pour vous demander quelle drôle d'idée que d'initier un schéma départemental de la méthanisation, alors qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui interviennent sur le sujet. Donc, quelle était la feuille de route que vous avez confiée à Hélène il y a plusieurs mois de ça? Bonjour. Donc, le départ, la méthanisation, c'est, au vu de ce qu'on vient d'entendre là, un élément clé dans la transition énergétique. Donc, le syndicat se devait de passer par là, ça me paraît évident. Ensuite de cela, on avait la chance, et on a la chance, d'avoir un réseau gaz important sur le département, ce qui va faciliter après, une fois les unités de méthanisation mises en place, d'injecter du méthane dans le réseau gaz. Au passage, je rappelle que le CH4 est un composant important du gaz naturel. Donc tout celui qui utilise du gaz naturel aujourd'hui utilise déjà du méthane. Et ensuite, le méthane, c'est aussi à développer en vecteur de carburation, pardon. Donc le biogaz pour faire fonctionner les véhicules. Il y avait un document là qu'on devait présenter. Voilà, donc vous avez planté un peu le décor sur l'utilité, la finalité, si je puis dire, de la méthanisation. Et donc vous aviez fixé comme feuille de route à Hélène Devauchel et à son équipe 2 objectifs. Connaître le potentiel réel de développement sur la méthanisation dans le département. Et puis, et c'est ce qu'on verra à la fin de l'intervention d'Hélène, le rôle que pourrait jouer le syndicat. Donc un rôle qui serait en partenariat avec l'ADEME et la Chambre d'agriculture principalement, j'imagine. Oui, bien sûr. La Chambre d'agriculture va être un partenaire privilégié puisqu'on va s'appuyer sur le secteur agricole pour récupérer de la matière première afin de faire de la méthanisation derrière. Hein. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la main à Hélène Devauchel, qui va... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui pilotez votre présentation. Si c'est le cas, vous pouvez rester assise ou vous mettre au micro ou au pupitre, comme vous préférez. C'est Hélène le micro. D'accord. Ça devient un duo inséparable, un binôme infernal. Merci. Comment nous avons mené cette étude? Donc en 3 temps. Tout d'abord, en prenant le temps de regarder ce qui se faisait aujourd'hui sur le territoire. Donc, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais donc quand même, le département de l'Yonne est l'un des premiers départements en méthanisation en Bourgogne. Hein. Il a développé le plus d'unités à ce jour. Ensuite, on est allé regarder donc, sur le territoire ce qui pouvait être mobilisé pour la méthanisation, quelle pouvait être la quantité d'énergie produite par ces matières, et qu'est-ce qu'on pouvait en face faire avec le biogaz, donc de l'électricité ou du biométhane, on y reviendra, pour identifier sur le territoire les zones préférentielles de développement de la méthanisation. Suite à cela, donc, on a construit avec le syndicat une stratégie d'intervention qu'on vous présentera à la fin qui donc donne les grands axes sur lesquels le syndicat peut intervenir dans ce domaine. Ce que je vous propose, Hélène, c'est de ma faute, parce qu'on devait le faire, je crois, au début, c'est présenter un petit film. Oui, tout à fait. Qui dit la méthanisation, comment ça marche. Parce qu'on en parle, au bout d'un moment, je pense que c'est bien de planter le décor. Donc Ludovic va... Voilà, comment ça marche. La méthanisation est un processus naturel. Des déchets organiques, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale, sont placés dans une cuve hermétique appelée digesteur. Dans cette cuve, des micro-organismes qui vivent en milieu dépourvu d'oxygène vont digérer la matière organique et produire du biogaz. Le biogaz est composé majoritairement de méthane. C'est ce méthane qui est transformé en énergie. Le méthane, vous le connaissez déjà, c'est le gaz naturel que vous utilisez par exemple pour faire la cuisine.
toute la matière organique n'est pas transformée en biogaz. Ce qui reste peut être utilisé comme engrais naturel pour fertiliser les terres. C'est ce que l'on appelle le digestat. Voilà, petite présentation rapide, Parfait. mais ça permet de comprendre que voilà, on met des éléments dans une marmite, on attend, ça fait du gaz, on met dans le réseau, et voilà. Et donc, vous pouvez continuer votre présentation. Ce sont quand même des marmites de taille assez conséquente. Hein. Grosse marmite, c'est vrai. Voilà, mais c'est vrai que ça permet d'introduire mon propos et que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants d'un projet méthanisation. Donc c'est effectivement un processus biologique hein, qui est maîtrisé depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, la méthanisation en France, dans le domaine agricole, c'est plus de 200 installations. Quand dans des pays voisins, on est plutôt de l'ordre de 7000, 8000 installations pour l'Allemagne, par exemple. Donc on a encore du chemin à faire, mais en tout cas, le département de Lyon, je vais vous le montrer, a un potentiel non négligeable hein, à développer sur ce sujet. Donc pour regarder un petit peu qu'est-ce qui était présent sur votre territoire, on a regardé l'ensemble des matières qui pouvaient être méthanisées. Donc vous l'avez vu, ce sont toutes les matières dites fermentescibles, donc qui vont être dégradées par les bactéries. Donc les déchets verts, uniquement la partie tonte et feuilles, qui sont produits sur vos communes, hein, l'entretien des espaces verts, récoltés sur les déchetteries, mais également les déchets des grandes et moyennes surfaces, les déchets issus aussi de la restauration, les résidus des industries agroalimentaires. Hein, vous êtes un territoire sur lequel il y a un certain nombre d'acteurs importants de l'agroalimentaire qui génèrent des déchets qui peuvent permettre de produire de l'énergie. L'assainissement, hein, nos déjections permettent aussi de produire du gaz, ainsi que les déjections, bien sûr, des bovins et des élevages en général, le lisier et le fumier, pouvant donc, bien sûr, servir à produire du gaz. D'autres produits qui sont, vous allez le voir, une des ressources majeures sur le territoire sont notamment les résidus de culture, hein, les résidus issus de la culture principale des céréales par exemple, mais également des couverts végétaux, j'y reviendrai si besoin. Donc on a regardé tout ce qui était mobilisable sur le territoire, puisqu'il y a la matière qui existe effectivement et puis celle qu'on peut capter pour la méthanisation. Donc on a fait une analyse là-dessus. Voilà une synthèse hein, des chiffres disponibles sur le territoire, donc avec deux gros camemberts, un camembert sur les tonnages mobilisés et la répartition entre les différentes typologies de déchets, et puis l'énergie que ça permet de générer. Donc vous voyez en bleu, donc ce sont les déjections animales, et en rouge, les résidus végétaux. Donc vous voyez que la majeure partie des matières mobilisables sur le territoire sont des matières agricoles, donc l'enjeu est très fort sur le développement de la méthanisation par les acteurs agricoles. Les autres substrats produisent également de l'énergie, mais vous voyez que dans la proportion, c'est vraiment les matières agricoles qui rassemblent l'essentiel du potentiel. On est sur de l'ordre de 700 000 tonnes hein, de matières mobilisables hein, sur le territoire d'après cette analyse statistique. Donc si on regarde ensuite comment ça se traduit sur le territoire, donc là vous avez une cartographie qui représente par canton l'ancienne répartition hein, cantonale, les matières avec des aplats de couleurs, qui plus la couleur est foncée, plus vous avez une quantité de matière importante sur le territoire mobilisable. Donc avec notamment une grande partie ouest, donc sans grande surprise je pense pour vous, des zones qui sont très développées du point de vue agricole génèrent forcément plus de matière du fait de l'analyse que je vous ai présentée. Donc suite à cela, on est allé regarder bien qu'est-ce qu'on pouvait faire du gaz produit. Donc petit rappel rapide, donc on peut, à partir de ce gaz qui effectivement est composé en grande partie de méthane, brûler directement ce gaz dans une chaudière et l'utiliser pour des procédés ou pour alimenter un réseau de chaleur, ce qui n'est pas la majeure partie hein, des installations, puisque là, vous utilisez le gaz en direct, vous ne bénéficiez pas du coup des tarifs d'achat. Donc la majeure partie des installations développées aujourd'hui le sont via la valorisation du gaz par cogénération. On va produire de l'électricité qu'on va vendre sur le réseau via un tarif d'achat réglementé qui est en vigueur depuis 2006, et puis valoriser la chaleur le plus localement possible, d'où l'émergence de projets type production de spiruline pour essayer de valoriser au mieux cette chaleur et avoir un rendement énergétique satisfaisant. Troisième solution qui est plus récemment, on va dire, développée, donc c'est injecter le gaz sur le réseau. Pour cela, il faut l'amener à la qualité du gaz naturel, hein, respecter les prescriptions des opérateurs gaziers,
et épurer ce gaz, enlever principalement le CO2. Il est possible également, donc on a parlé de la carburation, de produire du gaz naturel véhicule, donc pour alimenter soit des flottes captives, soit des véhicules suite à des implantations de bornes d'alimentation en gaz. Aujourd'hui en France, sur la partie injection, donc le tarif d'achat est paru fin 2011, on a une bonne dizaine d'installations qui fonctionnent en France. Mais je pense que GRDF, qui a notamment participé à cette étude, vous présentera plus en détail le développement de l'injection sur le réseau français. Donc sur votre territoire, où est-ce que l'on en est? Donc là, GRDF et GRT, donc les deux opérateurs, transport, la distribution du gaz et le transport du gaz, nous ont fourni des données qui vous donnent un petit peu les possibilités d'injection sur votre territoire. Donc le territoire est traversé par le réseau de transport, donc ce sont les traits bleus que vous pouvez voir sur la carte, et puis les aplats de couleurs, ce sont donc les communes sur lesquelles il y a présence de réseaux de gaz et sur lesquels il y a possibilité d'injecter, puisqu'on ne peut pas injecter aujourd'hui plus que ce qui est consommé à l'autre bout de la ligne, pour simplifier. Donc ainsi, il peut y avoir certaines communes qui sont raccordées au gaz, mais qui pour autant ont des capacités d'injection négligeables, disons. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, que l'avantage de la méthanisation par rapport à d'autres types d'énergie renouvelable, c'est qu'elle produit une énergie en continu. Les bactéries n'aiment pas la variation d'alimentation, on va dire. Et donc, du coup, ce gaz qui est produit en continu, il faut pouvoir le valoriser en continu. Donc, les réseaux, eux, et vous, consommateurs, ne consommez pas en continu du gaz. Donc, il faut pouvoir trouver l'adéquation entre une production continue et une consommation en face qui n'est, elle, pas forcément continue. Donc, les réseaux sont utiles pour cela puisqu'ils permettent de stocker en partie le gaz et de tamponner. Donc, ce n'est pas possible partout. Donc, il faut bien, pour chaque projet, vérifier l'adéquation entre la production d'une part et la consommation d'autre part. Donc, il n'y a pas, je vous ai dit, que l'injection. Il y a aussi donc, la cogénération. Donc, on a identifié sur le territoire également donc, les gros consommateurs d'énergie, qui sont parfois également raccordés au gaz. Donc, la pertinence de faire de la cogénération n'est pas toujours évidente. Il faut regarder au cas par cas. Et puis, bien sûr, donc, les consommateurs plutôt tertiaires. On a parlé tout à l'heure de maisons de retraite qui peuvent être effectivement des consommateurs de chaleur intéressants. La chaleur produite par une unité de méthanisation pouvant alimenter un réseau de chaleur qui soit par ailleurs alimenté par d'autres énergies, le bois notamment par exemple. On peut trouver des complémentarités entre de la méthanisation et du bois énergie. Bien sûr, cette démarche a pris en compte les dynamiques en place. Aujourd'hui, on a 6 projets qui fonctionnent sur le territoire et une petite dizaine de projets qui sont à l'étude, donc dans des domaines variés, aussi bien dans des projets plutôt de type agricole, individuel ou collectif, mais également des industriels et des développeurs privés qui portent des dynamiques sur le territoire. Pour peut-être simplifier, en gros, dans le sud du territoire, on a plutôt des projets en fonctionnement, et puis plus au nord, on a pas mal de projets encore dans les cartons. Avec aussi des problématiques pour certains de ces projets, notamment le montage financier et juridique, et on a parlé beaucoup des outils SEM qui apparaissent effectivement intéressants au vu des blocages qu'on peut voir aujourd'hui sur les territoires. Donc, en recoupant tout ça, donc, on a remis sur la carte d'un côté la ressource, de l'autre côté les débouchés pour le biogaz, et on a essayé du coup de vous proposer une approche cartographique des zones favorables d'émergence de projet méthanisation. Donc, bon, cette carte n'est peut-être pas lisible d'un coup d'œil comme ça, mais bien sûr, toutes ces données sont disponibles auprès du syndicat, et pour regarder plus précisément sur votre territoire si c'est possible de faire émerger un projet, n'hésitez pas à solliciter le syndicat. Toutes ces données sont disponibles de manière assez précise, notamment via des analyses cartographiques, donc un SIG. Juste pour donner un petit peu les grandes lignes, on voit donc au nord, on va dire autour de Sens, des zones d'émergence favorable, également tout l'ouest du département, plus quand même
vers Auxerre, et puis nord à Vallon, une zone aussi également assez favorable, avec des gisements d'une part et des possibilités de se raccorder au réseau. À noter également, comme on l'a dit précédemment, que la méthanisation peut permettre donc de produire de l'électricité également dans des zones un petit peu plus isolées, qui sont assez développées du point de vue agricole. Et donc on peut imaginer aussi, on a rajouté quelques petites zones un petit peu plus éloignées du réseau de gaz, mais aussi dans des zones un petit peu plus écartées, où on peut imaginer que la production d'électricité puisse permettre aussi de limiter par ailleurs les investissements dans des réseaux, dans le renforcement des réseaux électriques. Donc la volonté, je pense, du syndicat est effectivement de s'intéresser à tout projet, qu'il soit ou non dans une zone identifiée comme favorable, et de voir ensuite quelle peut être la pertinence de l'approvisionnement du projet, et puis de la valorisation énergétique pour avoir bien sûr un rendement énergétique le plus favorable possible. Voilà du coup pour mon intervention. Je vais laisser la place à Claude Mauloise. Claude, vous avez un micro devant vous si vous voulez rester là. Merci beaucoup Hélène. Donc effectivement, on rejoint bien l'idée qui avait été exprimée tout à l'heure par Sophie Nicolas, qui est d'identifier les territoires idéaux pour l'implantation, notamment de méthaniseurs, mais pas que, il peut y avoir des éoliens, etc., pour que ça soit un outil au service de la SEM, qui elle-même est un outil au service du syndicat. Donc, l'étude, effectivement, est parfaitement consultable, disponible, exploitable par tous les adhérents du syndicat. Claude Mauloise, à l'issue de l'étude donc, que vous avez suivie avec Hélène, vous êtes fixé 3 missions, 3 axes principaux que vous pouvez nous présenter, si vous le souhaitez. Bien, merci Hélène déjà. On a donc décidé, bien sûr, pour faciliter les projets, d'accompagner les porteurs, et ce, en compagnie de l'ADEME et de la Chambre d'agriculture. On disait tout à l'heure, c'est un acteur incontournable puisqu'on va travailler avec le monde agricole en matière de production de déchets qui permettront la méthanisation. Ensuite, on va travailler avec la SEM, donc Philippe Porte tout à l'heure nous a présenté. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose d'évident et on peut difficilement s'en passer. Donc c'est quelque chose qui va entrer dans la réalisation. Et puis après, il faut voir avec les élus locaux, puisque rien ne se fera sans les élus, c'est certain. Il faut déterminer les enjeux énergétiques, agricoles, économiques et environnementaux pour les territoires. Il faut essayer de balayer les réticences éventuelles qu'il pourrait y avoir. Et puis former et informer les élus sur les atouts, les contraintes de la méthanisation, contraintes, bon, et on va essayer d'évacuer les petits problèmes qui pourraient éventuellement arriver, et puis proposer une stratégie de communication et un dispositif de concertation locale, donc rencontrer éventuellement les gens qui auraient des projets, et puis les accompagner, ça va sans dire. Dans ce que vous m'aviez dit hier, c'est que vous vous proposiez d'aller, avec Hélène toujours, sur le terrain, auprès des élus locaux, pour porter la bonne parole. Non pas qu'il faille mettre des méthaniseurs tous les 10 km, c'est pas l'histoire, mais justement pour expliquer, faire la pédagogie auprès des riverains notamment, et on va voir ça avec les intervenants de la table ronde qui arrive tout de suite, sur les inquiétudes qui peuvent exister, sur ça sent mauvais, c'est dangereux, ça va exploser, ça fait du bruit, etc., etc. Donc tout ça, il peut y avoir effectivement de l'information, de la pédagogie, preuve à l'appui, faire visiter aussi les 6 méthaniseurs en fonction qui existent sur le département. Je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais Lyon est le département leader en Bourgogne en nombre de méthaniseurs d'exploitation en fonction. Merci beaucoup pour votre présentation à tous les deux. Je vais avancer, ensuite on... Allez-y, avec plaisir.